l'invité de la matinale. KTO Radio. On s'attendait à une élection serrée, ce fut un raz-de-marée. La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines hier revêt une ampleur inédite. On fait le choix ce matin de revenir sur ces élections et surtout d'analyser le vote chrétien. Notre invité nous donnera aussi son décryptage sur ce qui attend les Américains mais aussi les chrétiens en Ukraine et en Terre Sainte. Blandine Chénipo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des religions aux États-Unis. Vous êtes également professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. On reste donc à l'heure américaine ce matin. Les sondages prévoyaient un score très serré. Comment expliquer cet écart entre les attentes et la réalité du vote ? Alors, la première idée, c'est que, encore une fois, c'est un peu peut-être regrettable pour eux, mais c'est comme ça, et c'est pas qu'aux États-Unis. Les sondeurs se trompent. Leurs sondages ne sont pas représentatifs de finalement ce que les gens vont voter. Et en grande partie, c'est lié aussi au fait que les gens ne disent pas pour qui ils votent. Et ça, on finit par être habitué et à dire désormais, et on l'entend aussi dans la bouche des commentateurs, qu'il faut être très très prudent. Et je pense que quand même, les commentateurs ont été très prudents sur le fait de dire que les sondeurs proposent une grille de lecture avec des résultats très serrés, mais c'est pas sûr que ce soit la réalité. Et c'est ce qui s'est produit pour tout un tas de raisons dont on peut évidemment discuter. D'un point de vue électoral, que retenir de cette large victoire, on peut le dire, de Donald Trump ? Eh bien qu'il a su, au-delà de sa personnalité et de ses méthodes de campagne et sa manière de parler de ses adversaires et de parler de tout un tas de gens qui seraient donc les ennemis à combattre et à battre, ce qu'il a réussi à faire. Il a touché les électeurs avec des thématiques simples. Les deux thématiques finalement qui ont visiblement le plus parlé aux électeurs, c'est le pouvoir d'achat, le niveau de vie, et voilà, il a su rassurer ses électeurs en expliquant que lui-même allait rétablir une économie florissante, donner du travail. Bien, donc ils y ont cru. Et la deuxième thématique, c'est le fait que lui allait arrêter immédiatement l'immigration. Et l'immigration est devenue, dans ce pays, une thématique inflammable. Parlons si vous le voulez bien, Blandine Chénipo, du vote chrétien avec des guillemets, parce que ce vote est pluriel. Quelle est votre analyse par rapport à ce vote chrétien ? On a finalement la grande surprise de ce vote, c'est que quand on regarde un peu les chiffres étaient attendus pour la portion, la catégorie électorale, si on peut parler comme ça, des électeurs évangéliques. Évangéliques et fondamentalistes, parce que les fondamentalistes sont importants, c'est une minorité très importante. Donc les évangéliques et les fondamentalistes protestants on inclut dedans la famille des pentecôtistes, il y a beaucoup de gens dans cette catégorie, ont voté à des proportions stratosphériques pour Donald Trump, mais ça fait des années que ce public-là vote pour les républicains. On a par contre eu une surprise dans les sondages de sortie de urne sur le vote catholique, parce que celui-ci s'est avéré encore plus favorable à Donald Trump que c'était prévu. Donc, selon ce qu'on peut en dire, les résultats sont finalement pires que ceux qui avaient été pronostiqués dans les sondages d'intention. En tant qu'ensemble, toute communauté confondue,
que ce soit les catholiques blancs et les minorités ethniques catholiques, qui sont très nombreuses, hein, puisque vous avez vraiment toute la planète, toutes les origines pour les catholiques aux États-Unis, bien ils ont voté pour le candidat. Le candidat vainqueur, on s'attendait, mais à des écarts qui étaient quand même moins forts, Et c'est nouveau? à ce que Harris, oui, perde. Euh, donc les sondages étaient à 47%, et là, elle aurait fait simplement 41% du vote catholique. C'est un séisme historique, parce que le vote catholique a été très très longtemps républicain. Il a, comment dire, commencé à pencher peu très longtemps, pardon, démocrate, excusez-moi. Oui. Il a penché vers les républicains à partir des années 90-2000, et maintenant, il dépasse 60% pour Donald Trump. Alors, dedans, il y a le vote des catholiques blancs, qui est beaucoup plus pour Trump, mais aussi, on le voit, les minorités ethniques, c'est la seule explication que j'en ai, ont aussi voté pour Trump, alors que normalement aux États-Unis, les minorités ethniques, ce qu'on appelle les minorités ethniques, hein, c'est-à-dire en fait les minorités, enfin les populations non européennes, votent pour le Parti démocrate. Et ce phénomène, pardon, pour les catholiques, je pense qu'il a aussi été pour les autres minorités non européennes, ethniques, chrétiennes en général, et non chrétiennes. Pourquoi la personnalité très clivante de Donald Trump, ses procès en cours et la violence de ses propos, vous en avez parlé, n'ont pas été un frein pour ce vote? Alors, Des je, catholiques je, je, notamment, hein, j'entends, mais... alors, parce que, alors peut-être que il y a deux phénomènes. Peut-être que Madame Harris n'a pas été assez convaincante, pas assez convaincante. Peut-être qu'elle n'a pas appuyé sur les bonnes thématiques sur lesquelles elle aurait pu appuyer davantage, et elle avait commencé à le faire un peu en début de campagne, à savoir qu'elle aussi allait, allait se mettre en place pour améliorer les conditions des habitants, pour augmenter les salaires, bon, avoir un discours beaucoup plus social, hein, que finalement lui a volé Donald Trump, alors que c'est plutôt le rayon des démocrates de parler comme ça. Hmm. Je pense qu'il y a ce phénomène. Et l'autre phénomène, c'est que quand même le Parti démocrate met en avant des thématiques, notamment des thématiques de protection des minorités sexuelles, bon, mais passe, par-dessus la tête des gens, et deux, qui en choque un certain nombre, encore aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de réaction, de ras-le-bol, ou en tous les cas de réaction conservatrice, au sens où, bon, la cause gay, ça ne parle pas, ça ne Hmm. parle pas, et même ça fatigue l'électorat en général, de manière globale. Donc, il faudrait que le Parti démocrate change un peu ses priorités dans son programme, ou en tous les cas dans la manière de se présenter au très grand public américain. Donald Trump s'est positionné durant toute la campagne comme le candidat de la paix. C'est comme ça qu'il se prononçait. Son élection peut-elle influencer justement la paix dans le monde? Alors, enfin, oui, je ne sais pas si elle va aboutir à la paix dans le monde. En tout cas, ce discours sur le fait de dire que il faut mettre fin aux guerres sans fin. Aux guerres sans fin, c'est un discours qui a commencé à prendre avec la guerre en Irak dans les années 2000, et le fait que les citoyens américains veulent que leur pays arrête d'être en guerre sur 4 coins du globe, en étant le gendarme du monde, parce que ça leur coûte extrêmement cher. Donc le fait que les Ukrainiens aient autant eu besoin de l'aide américaine, et que Joe Biden a à chaque fois bataillé pour rallonger les budgets, pour rallonger les milliards,
finalement, c'est devenu une thématique pour les républicains à la Chambre. Vous savez que ça a été bloqué, les aides à l'Ukraine ont été bloquées à cause des républicains à la Chambre. Donc, c'est une thématique qui parle au public américain. Donc ils ne veulent plus que les États-Unis s'engagent euh, et dépensent des milliards pour les autres, en fait. Donc, C'est un peu ça donc on peut l'idée. s'attendre Voilà. à un retrait des États-Unis sur la guerre en Ukraine? Oui, oui, je pense qu'on peut s'y attendre. Je pense que la question ukrainienne, comme l'a expliqué M. Trump, serait réglée parce que personne s'en est bien occupé. Donc, qu'il allait régler ça en un jour. Hein. Vous souvenez de la formule. Donc, on va voir combien de jours ça prendra, mais il est certain qu'il va directement aller résoudre, entre guillemets, cette question. Alors maintenant, vous savez que les Européens se réunissent d'ailleurs pour discuter de de cette situation, mais il faut s'attendre à ce que les États-Unis lâchent l'Ukraine d'une manière ou d'une autre et Et, obligent les Ukrainiens à négocier hmm. euh, un partage territorial finalement avec la Russie. Et par rapport au conflit au Moyen-Orient, quelles peuvent être les conséquences également de l'élection de Trump? Alors, c'était là aussi peut-être paradoxal hein, de se dire que ça fait plus d'un an que M. Biden essaye d'obtenir sans résultat, et on peut pas enfin, lui reprocher cette tentative permanente, essaye d'obtenir du gouvernement israélien un cessez-le-feu qui ne lui a jamais été, comment dire, pas accordé, mais en tous les cas, le gouvernement israélien est resté intraitable là-dessus, d'autant plus que cette question a mis M. Biden en porte-à-faux vis-à-vis de l'électorat américain et de son propre électorat, qui lui a reproché justement son incapacité, et ça a duré, enfin bon bref, tout ça a servi aussi les intérêts de M. Trump. Euh, on risque éventuellement d'arriver avec, avec M. Trump et son équipe, d'arriver à un compromis, euh, cesser le feu, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'équipe Trump continue la politique traditionnelle des États-Unis qui est celle de la paix avec deux États. Deux États, un État israélien, un État palestinien. Là, je suis pas à peu près certaine, c'est pas, je Serait le plutôt lis, hein. favorable à la position israélienne? Oui, Ouais. oui, là, ils ne sont oui, dans l'environnement de Monsieur Trump, la question d'un État palestinien ne se pose pas. Hmm. Merci Blandine. Chez le Nippon, cette interview s'arrête là malheureusement, mais merci pour votre expertise et votre regard sur la victoire de Donald Trump et du camp républicain aux élections américaines. Et puis on va continuer à suivre ce qui s'y passe. Bonne journée à vous. Merci.